Bonjour à tous. Voilà. Je vous propose ce soir de travailler sur une dissertation pour l'application Philoac, dont vous avez tous été partie prenante puisque vous avez choisi de valider un sujet qui vous a été proposé sur l'application de Philoac. Et le sujet qui est ressorti aujourd'hui, c'est peut-on être heureux sans être libre? Voilà. Donc, à partir de là, je voudrais aujourd'hui vous présenter une possibilité de correction de ce sujet et puis pouvoir aussi mettre en application la méthode Voyout telle qu'elle vous a été présentée. Alors, pour commencer, voici un petit peu de quoi il s'agit. Avant toute chose, je voudrais vous dire que quand on a un sujet de philosophie, souvent on dit que c'est scolaire, surtout pour les terminales, que c'est quelque chose qui est obligatoire, que la dissertation est un sacerdoce, que c'est un jeu de rhétorique. Tout ça, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais je voudrais vous dire aussi qu'on peut voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on peut décider que la dissertation est un moyen d'expression, c'est un moyen de maîtriser sa pensée, de maîtriser ses idées, de maîtriser son argumentation pour être beaucoup plus fort et avoir beaucoup plus d'impact et ainsi se faire entendre. C'est aussi une manière de pouvoir, faire entendre une voix autrement que de manière très consensuelle et donc d'exprimer des idées avec force. Et je voudrais ce soir que vous puissiez prendre cette correction de dissertation sous l'angle de deux choses. La première, c'est une manière d'organiser ses idées, une manière d'apprendre à argumenter, une manière d'apprendre à s'exprimer qui soit punchy, qui soit forte, qui soit efficace, et par ailleurs un plaisir à débattre pour défendre ses idées. Alors vous pouvez faire le choix de pouvoir appliquer des méthodes scolaires ou alors faire le choix d'appliquer la méthode Voyout qui vous donnera aussi l'occasion non seulement d'un bon résultat, mais encore de pouvoir défendre votre opinion. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on se place. Alors je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi vous dire quelque chose, une dernière chose. Je vais vous présenter là quelque chose qui est une application qui est un peu rigide, ça sera à vous de l'assouplir en fonction de la pratique. Alors pour commencer, quand vous avez un sujet, donc là j'ai repris le sujet, peut-on être heureux sans être libre? Il faut le travailler différemment. Donc ça c'est un travail au brouillon. Vous avez sur la méthode Voyout, vous avez une répartition en temps sur 4 heures. Donc en gros il faut compter on va dire 50 minutes pour le plan et l'introduction, 50 minutes par partie, il y a 3 parties dans le développement, et le temps qui reste à peu près 20-30 minutes pour la conclusion et la relecture du travail, donc en gros. Donc c'est dans ce cadre-là que je me situe. Là on est sur les premières minutes où il s'agit de décortiquer le sujet, donc ce travail est à faire au brouillon pour commencer. Donc là vous avez donc sur le sujet que j'ai repris, vous avez plusieurs choses. Déjà, peut-on être heureux sans être libre? Donc tout ce travail s'accomplit au brouillon. Le peut-on qu'on doit définir, heureux qui est un terme fort et libre. Vous avez donc 3 termes à définir. Tout ça doit se faire en amont de votre travail rédactionnel. Donc la première des choses, le peut-on quand vous avez un sujet de cette nature-là, c'est une très grande chance parce que peut-on renvoie à 2 occurrences qu'il faudra traiter dans la dissertation. Premièrement, peut-on, c'est la capacité. Donc ça aussi, c'est un exemple que vous retrouvez dans la méthode Voyout, dans le descriptif. Donc le peut-on, vous avez soit la capacité, exemple, suis-je capable? Suis-je capable d'être heureux sans être libre? Donc là, vous avez une première orientation du sujet. Et le deuxième sens du peut-on, je vous invite à y réfléchir, puisque je vous rappelle que ce soir, on est dans une interaction, du moins je l'espère. Donc je vous invite à y réfléchir. Quand on a quel peut être le deuxième sens du peut-on? Dans un premier sens, c'est la capacité, et l'autre, ça renvoie. Est-ce que vous avez une petite idée? N'hésitez pas à participer. Le but, c'est de créer un dialogue autour de cette méthodologie de manière à ce qu'elle puisse vous rentrer aussi bien dans l'esprit. Donc, c'est la question du devoir. Et là, vous avez 2 orientations différentes du sujet, 2 lectures différentes. Regardez ce que ça donne. Suis-je capable d'être heureux sans être libre? Est-ce que j'en ai les capacités, le moyen? Et la deuxième possibilité de lecture, c'est n'ai-je pas le devoir d'être heureux sans être libre? Donc là, vous pouvez déjà, même, sachez-le pour les élèves de terminale, quand vous avez un sujet avec un peut-on, vous avez presque déjà les 2 parties possibles. Donc la première partie, c'est suis-je capable? Donc là, il faut y répondre. Est-ce que j'ai seulement les moyens? Et deuxième partie, même si je n'ai pas les moyens, n'ai-je pas le devoir
en l'occurrence, de pouvoir être heureux, même si je ne peux pas être libre. Donc là, on est juste sur une définition des termes, on n'est pas allé plus loin. Continuons. Le terme heureux. On peut déjà d'ores et déjà dire que nous avons une opposition. Vous voyez, j'ai fait versus. Donc heureux s'oppose à libre. Qu'est-ce que c'est que le terme heureux? Eh bien, le terme heureux, ça renvoie au bonheur, bien évidemment. Et alors, vous savez que le bonheur est a une problématique propre, puisque d'ailleurs, comme la liberté, ce sont des termes très polysémiques. On peut entendre plusieurs chants par le bonheur. Et là, c'est l'occasion, au brouillon, de pouvoir déjà définir les termes. Donc heureux, ça peut renvoyer, alors j'en ai marqué quelques-uns, hein, c'est juste une illustration, ça peut renvoyer à la joie, à la sérénité, à la béatitude, au plaisir, à la jouissance, à l'extase, à la mystique aussi. Ça peut renvoyer à un état, quelque chose qui est amené à durer, contrairement au plaisir. Par exemple, sans aller plus loin, on prend juste des termes qui peuvent être des synonymes. Et on fait la même chose pour la liberté. Donc la liberté, définition de la liberté, alors comme je disais, ce sont des termes polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens. On peut retrouver la liberté positive, la liberté négative, je donnerai les définitions tout à l'heure. Être libre comme le fait d'agir sans contrainte, donc quel sens donner à cela? La liberté, évidemment, comme la liberté du libre arbitre, le fait de pouvoir faire un choix moral. La liberté, alors différents champs de la liberté, ça peut être la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté en situation, comme l'exprime Sartre par exemple, ou encore la libre nécessité, dont on verra quelque chose aussi tout à l'heure. C'est la liberté entendue comme le pouvoir de faire, donc la capacité, le pouvoir qui peut s'opposer ou se distinguer du moins de la volonté de faire, donc de l'intention. Et puis la liberté en acte. Enfin, ce sont quelques idées comme ça que j'ai jetées sur le papier. Donc ce travail, c'est un travail, vous voyez, c'est très important parce que c'est un travail qui est très simple à faire, simplement de réflexion. Ça n'appelle à aucune connaissance, aucun savoir particulier. C'est juste un travail de réflexion pure. Et c'est assez grisant que de pouvoir plonger petit à petit comme ça. On passe de la surface à la profondeur, que de pouvoir s'abandonner petit à petit à une définition des termes à partir de ce qu'on connaît. Je note au passage qu'il est utile, et d'ailleurs en terminale, de pouvoir se doter d'un dictionnaire de philo. Jacqueline Russe en a un chez Larousse. Le meilleur, c'est le Lalande. Vous pouvez l'acheter. Il est en poche aujourd'hui chez PUF. Vous pouvez aussi avoir le A à Z qui était pas mal du tout de mon temps. Je pense qu'il fonctionne toujours avec de bonnes définitions et puis des références d'auteurs. Ça peut être utile pour travailler. Et puis on va répondre. Alors là, on prend un peu de distance maintenant. À partir de ça, on prend un peu de distance et on va répondre à partir de la méthode qui nous est proposée, à partir de la méthode Whyott. Alors, que nous dit cette méthode? Elle est très simple et elle fonctionne de toute évidence. Donc, on reprend le sujet une fois qu'on a montré un peu en exergue, hein, un peu les enjeux. Alors je vais quand même juste dire un mot encore là-dessus. Il ne faut pas oublier que dans un sujet comme celui-là, qui est un sujet très classique, qui est un sujet de cours, donc c'est toujours bien de prendre un sujet de cours quand on veut assurer ses arrières. On voit qu'il y a deux termes très forts, donc le bonheur qui s'oppose à la liberté. J'ai un conseil à vous donner qui est très important. Quand dans un sujet de philo, vous avez deux termes qui se confrontent l'un et l'autre ou qui sont liés par un « et », par exemple, il ne faut jamais les traiter un séparément de l'autre. Par exemple, là, tout au long de notre cheminement et dans l'élaboration de notre plan, il faudra toujours réfléchir à liberté, bonheur sans liberté, bonheur avec liberté, bonheur et liberté. Tout ça doit fonctionner ensemble. C'est jamais une partie le bonheur, une partie la liberté. Ça serait une grave erreur. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir justement travailler sur l'opposition, sur le versus, ce qui s'oppose entre les deux. S'opposer, mais en même temps une condition sine qua non. Alors, je vais reprendre donc maintenant avec distance ce que je disais tout à l'heure. Essayons de répondre au sujet avec la méthode Whyott. Donc, j'ai choisi en tout cas ce plan-là. On peut prendre un autre plan, hein, ça peut fonctionner aussi. Donc, on va répondre à la question. Peut-on être heureux sans être libre? Oui, non, oui, mais. Et on va rentrer maintenant dans le détail du problème. Je vois qu'il n'y a aucun commentaire, donc je suis un peu triste pour mon live. J'en ai pas fait depuis très longtemps et je m'attendais à ce qu'il y ait des échanges et des dialogues. Alors bon, peut-être que je suis trop dans l'explication, mais j'attends vraiment vos retours et vos remarques. C'est important. Si je vais trop vite ou s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me le faire savoir, ou si vous avez des questions, ou si vous avez envie de rajouter des choses, avec bonheur.
La deuxième chose à faire, une fois qu'on a décortiqué le sujet au brouillon et qu'on a défini quelques termes, et surtout qu'on a pu mettre en évidence les possibles oppositions du sujet. Je tiens à rappeler aussi que quand vous avez un sujet, le sujet va vous orienter, c'est-à-dire la manière dont le sujet est posé vous oriente vers une réponse possible. J'allais dire une réponse d'évidence. Et dans votre plan, il faudra toujours penser à partir de ce qu'il y a de plus évident comme réponse, donc de plus concret, pour vous élever vers ce qu'il y a de plus abstrait. Donc là, moi, je suis partie vers ce qu'il y a de plus concret. Je reprends le sujet. Peut-on être heureux pour être libre? Donc, je suis partie d'un constat, d'une expérience phénoménologique, c'est-à-dire d'une expérience de terrain, d'une observation du monde, d'une observation de nos manières d'être. Et force est d'admettre que, effectivement, oui, on peut tout à fait être heureux, même si on n'est pas libre. Et donc, ça sera donc ma première partie, que j'ai intitulée « Le bonheur s'éprouve, alors que la contrainte peut être partout et de toutes parts ». Donc, je vais vous expliquer comment on élabore ce plan. Donc, je vous rappelle qu'on a fait oui, ici, non, oui, mais. D'accord? Je suis restée dans ce cadre-là. Donc, je reprends le sujet. Peut-on être heureux sans être libre? Oui, absolument. Le bonheur s'éprouve alors que la contrainte est partout. Deuxième partie, non. Le bonheur, c'est plus que quelque chose qui serait de l'ordre de la joie ou du plaisir. Ça peut être une véritable exigence métaphysique. Et dans ce cas, nul bonheur sans liberté. Donc, deuxième partie, on s'oppose à ça. Et troisième partie, oui, mais, qui est inscrite ici, en toute logique. Ni le bonheur ni la liberté ne peuvent se vivre de façon totale. On pourrait presque dire que ce sont des idéaux dans ce qu'ils sont dans leur réalisation globale. Dès lors, comment être le plus heureux possible sans être totalement libre? Et là, vous avez une démarche qui renvoie plus à quelque chose de l'ordre de, j'allais dire, de l'action, de l'efficacité, quelque chose qui se donne à vivre. Donc là, vous avez vos trois parties. Vous voyez, j'ai simplement appliqué la méthode qui nous est proposée. Et alors, ce qui est intéressant, et ça, je vais vous dire, et c'est là où on s'amuse, vous auriez pu faire un plan différemment du mien. Ça dépend de ce que vous voulez donner comme orientation. Dans mon cas, par exemple, il semble ce que je vais défendre, c'est-à-dire la thèse que je vais défendre, c'est que effectivement, on ne peut pas être heureux sans liberté, que la liberté est co-substantielle au bonheur. Et dès lors, faut-il chercher d'abord à se libérer pour pouvoir être le plus heureux possible. Ça, c'est la thèse que je défends. Vous pourriez défendre autre chose. Mais c'est là où c'est intéressant, puisque le plan va donner l'orientation à ce que vous voulez défendre. Le plan va donner l'orientation à ce sur quoi vous allez le plus insister. Et vous voyez, moi, c'est ma deuxième partie qui va se terminer par une troisième partie qui va être bien existentielle, qui va permettre d'appuyer ma thèse. Alors, deuxième chose très importante, et là je suis dans de la rhétorique pure, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque partie que vous avez ici, que j'ai intitulée 1, 2 et 3, vous avez ce qu'on appelle 1, 2 ou 3 arguments, voire peut-être 4. Ici, j'en ai même 4, j'en ai noté 4 dans la première partie. Chaque argument s'associe à un exemple. Alors, vous pouvez redire le sujet, s'il vous plaît. Alors oui, bien sûr, le sujet, c'est « Peut-on être heureux sans être libre ?» Voilà. Donc, je reprends. Chaque partie en appelle à un argument et un exemple, à 3 arguments et donc 3 exemples. Qu'est-ce que c'est qu'un argument et qu'est-ce qui distingue l'argument de l'exemple? Un argument, c'est quelque chose qui se démontre rationnellement. En clair, l'argument, c'est vous qui le trouvez. Vous pouvez prendre un argument d'un auteur, si vous connaissez très bien la démonstration d'un auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un exemple? Un exemple, c'est ce qui vient illustrer l'argument et ne prouve rien. C'est juste, ça peut être une image, ça peut être une citation. Je vais vous donner une illustration de mon propos. Quand je dis « je pense donc je suis », le cogito de Descartes, ce n'est pas un argument. C'est une illustration, la citation. Pour qu'il puisse y avoir argument, il faudrait reprendre toute l'analyse de Descartes qui amène à la conclusion du cogito. Vous voyez? En clair, les arguments, vous les trouvez en vous-même. Et c'est ça la force de la dissertation. Et c'est ça la force créative de la dissertation. Les arguments, vous les puisez en vous-même. Il vous faut, à ce moment-là, vous incarner dans le sujet et que vous puissiez profondément tenter d'y répondre avec honnêteté. Alors, je vais vous proposer une manière de faire. Première partie, on a dit le bonheur s'éprouve alors que la contrainte est partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux éprouver du bonheur. Donc il nous reste dans cette partie à définir ce qu'on entend par bonheur. Et à noter aussi, je l'ai noté en rouge ici, définir ce qu'on entend par bonheur, mais aussi cela nous donne déjà une définition de la liberté qui est une définition par la négative, c'est-à-dire par rapport à ses contraintes, à ses obstacles.
à savoir qu'on envisage la liberté comme ce qui peut être entravé, donc sous l'angle de la contrainte. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand je dis que je m'éprouve comme heureux alors que je suis sous la contrainte, qu'est-ce qui me permet de dire ça? Et là, vous posez la question fondamentale pour faire émerger l'argument, qui est celle du pourquoi. Pourquoi est-ce que je peux dire que le bonheur s'éprouve alors que la contrainte est partout? Là, par exemple, si je vous fais réfléchir là-dessus, si là maintenant vous vous plongez sur simplement cette petite partie, essayez de me trouver des arguments. Essayez de me trouver des arguments, des réponses qui commenceraient par parce que, qui vous permettraient de dire que le bonheur s'éprouve alors que la contrainte est partout. Alors, le plus évident, c'est celui de l'expérience. Je peux éprouver de la joie alors même que je suis sous les fers. Vous savez, vous reprenez la fameuse citation de Rousseau dans le contrat social, l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Ça veut dire que la société, la contrainte, on y reviendra là-dessus, elle est de toutes parts, elle nous entoure, nous sommes aliénés, ne serait-ce que par notre corps, par exemple, on ne peut pas en sortir, que par la mort elle-même, nous sommes amenés à vivre dans une durée limitée, etc. Donc la société elle-même est une contrainte majeure, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, évidemment, donc l'altérité, etc. Donc la contrainte est partout et de toutes parts. Néanmoins, force est d'admettre que je suis quand même capable d'éprouver de la joie. Donc là, on est capable donc de définir le bonheur comme un éprouvé de joie. Première chose, je fais l'expérience de la joie malgré la contrainte. Donc ça, c'est un point de vue phénoménologique, voire empirique, c'est-à-dire issu de l'expérience. Et alors, ce qui est bien aussi de faire, c'est que quand vous avez un argument, vous donnez un exemple, et c'est très bien d'y associer un auteur quand vous l'avez sous la main. Donc ça, c'est vraiment primordial. Deuxième argument, alors celui-là, c'est un argument qui est très classique. Être heureux consiste précisément à accepter la contrainte. Et plus je vais cesser de me battre contre les contraintes qui me sont imposées par la vie elle-même, plus je serai à même d'éprouver un bonheur. Et on peut faire appel à ça comme exemple, la thérapie du jugement de Marc Aurèle ou d'Épictète, enfin d'Épictète et de Marc Aurèle, et de pouvoir effectivement définir le bonheur comme le fait de pouvoir accepter la contrainte. Donc ça, c'est une force de sagesse. Donc effectivement, c'est en acceptant la contrainte qu'on devient heureux et la thérapie du jugement peut nous aider à cela. Il y a un deuxième exemple qui est très fort, alors c'est toujours pareil, c'est emprunté aux stoïciens, mais qui va être totalement développé par Spinoza, c'est la libre nécessité. Qu'est-ce que c'est que la libre nécessité? Finalement, je suis un être libre mais englobé dans un contexte, je veux dire, supérieur, qui est peut-être celle du destin, de l'ordre des choses, ou de ce dont on ignore, de l'ordre de la nature, etc. Mais néanmoins, je peux me déterminer au cœur même de ce déterminisme. C'est-à-dire que je peux faire des choix libres, à titre individuel, alors même que je fais partie d'un tout auquel je suis obligée de me soumettre. Donc effectivement, être capable de se soumettre à cette nécessité ou de se soumettre à cette contrainte majeure, par l'exemple de la libre nécessité, ça peut aussi me rendre heureux. Ensuite, troisième argument qu'on pourrait prendre, être heureux, c'est éprouver du plaisir. On peut jouir physiquement alors qu'on peut être sous la contrainte. C'est-à-dire que, prenons un exemple trivial, j'en conviens, mais je peux éprouver de la jouissance, du plaisir au sens littéral, puisque c'est une autre définition du bonheur possible que l'éprouver de plaisir, même si c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éphémère et des sens, le plaisir, et qu'on peut y voir une petite distinction le bonheur, mais Aristote en fait un des trois paliers dans l'éthique à Nicomaque. Aristote a 3 moments du bonheur, le plaisir en premier, ensuite l'éthique et théoria, la vie éthique et vertueuse, et enfin le bonheur du sage. Mais le plaisir fait partie d'un premier moment de bonheur. Donc effectivement, je peux éprouver du plaisir, alors même que je suis sous contrainte, et du plaisir physique, et cela peut participer à une forme de bonheur. On pourrait y voir, mais vous voyez, c'est pas exhaustif, on pourrait aller loin encore là-dessus. Un autre argument, vivre libre, c'est être capable de dépasser la contrainte majeure qui est celle de la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir, donc c'est apprendre à vivre avec l'idée de la mort. Et donc en cela, on pourrait dire que pour vivre heureux, c'est savoir se débarrasser de l'angoisse majeure qui est l'angoisse de mort.
Et donc, c'est accepter la contrainte qui est la mort elle-même. Nous allons terminer avec la première partie. En effet, le bonheur s'éprouve alors que la contrainte est partout. Et là, vous allez faire quelque chose de très important. Vous allez faire une transition. Il vous faudra toujours faire une transition entre la partie 1 et la partie 2 et la partie 2 et la partie 3. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? C'est très simple. Une transition, c'est que vous reprenez le titre de votre deuxième partie, de votre première partie de manière affirmative, et vous lui associez directement le titre de votre deuxième partie, mais sous la forme interrogative. Ce qui donne, nous venons de voir que le bonheur s'éprouve alors que la contrainte est partout. Cependant, il semble que le bonheur, c'est bien plus que de la joie ou du plaisir. Il peut être en cela une exigence métaphysique. Dans ce cas, peut-il y avoir réellement de bonheur sans liberté? Donc là, vous enchaînez sur votre deuxième partie, vous avez fait une transition, et là, vous en rentrez dans le cœur du sujet. Pour reprendre la méthode Voyou, non. Vous reprenez le sujet, peut-on être heureux sans être libre? Non. La liberté est consubstantielle au bonheur. On ne peut pas envisager le bonheur sans liberté. Donc ça, c'est une partie très forte. Quel argument? Donc là, dans cette deuxième partie, on va défendre la liberté, on va donner une autre définition du bonheur, qui est une définition beaucoup plus profonde, beaucoup plus absolue d'une certaine manière, beaucoup plus métaphysique, et une définition de la liberté comme quelque chose de positif, c'est-à-dire ce qui pourrait se réaliser, dire ce qu'est être libre. Voilà. Alors que la liberté négative, c'est de définir la liberté en disant ce qu'elle ne peut pas être, voilà, à partir de ses entraves. Donc, premier argument possible. Je reprends donc nul bonheur sans liberté. Pour chercher le bonheur, entendu comme accomplissement de soi, et là on va sur une catégorie supplémentaire, il faut du sens, et en cela, pour trouver du sens à l'existence, il faut être capable de se déterminer librement. Cela revient à poser une des définitions fondamentales et traditionnelles, j'allais dire classiques de la liberté, qui est la question du libre arbitre. Et là, vous avez une très riche tradition des liberto arbitrio depuis saint Augustin, toute la médiévale, quasiment tous les pères de l'Église vont reprendre une réflexion autour, le premier c'est saint Augustin, reprendre une réflexion autour du libre arbitre, mais le maître en la matière va bien évidemment être Descartes. Descartes qui va définir la possibilité de se déterminer par le libre arbitre lui-même. Donc en fait, un homme heureux, c'est un homme capable de se déterminer, capable de s'accomplir, de se réaliser lui-même, en fonction des choix qui lui sont proposés, et donc dans la capacité de pouvoir agir le plus librement possible, c'est-à-dire chez Descartes le plus rationnellement possible en vue du bien. Je voudrais juste vous lire la définition cette définition célèbre dans la 4e méditation de Descartes du libre arbitre, qui se définit par rapport à la volonté libre, donc libre arbitre ou volonté libre. Je voudrais vous la lire parce qu'elle est très belle, car la volonté consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne pas la faire, c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir. Donc tout est possible. Rappelez que chez Descartes, la volonté est infinie. C'est la seule faculté infinie chez l'homme. Ni le désir et ni la raison sont infinis. Le désir est limité, puisque le désir n'en finit pas de désirer. De même que la raison est limitée, elle est finie, puisqu'on n'est pas omniscient, on ne peut pas tout savoir ni tout connaître. En revanche, la volonté est la seule faculté infinie chez l'homme. Donc elle consiste en ce que nous pouvons faire une chose ou ne pas la faire, ou plutôt seulement en ce que pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l'entendement nous propose, nous agissons de telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Cela signifie que la liberté du libre arbitre, la volonté libre chez Descartes, elle est aussi ce qui va définir ce que c'est qu'être un sujet, c'est-à-dire un être doué d'entendement, capable de choix dans son existence, capable de se déterminer sans contrainte. Et donc, c'est une manière de définir un homme heureux, c'est-à-dire l'homme débarrassé du maximum de ses contraintes, l'homme doté de choix rationnels les plus justes possibles en vue du bien et porté évidemment par l'entendement. Au passage, une chose très importante à vous dire, que vous pouvez marquer en lettres d'or au-dessus de votre lit ou de votre frigo.
Quand vous faites une citation, quelle qu'elle soit, qu'elle fasse 2 lignes ou celle-ci par exemple qui est beaucoup plus dense, quand vous citez, il faut toujours expliciter. Citer, expliciter, citer, expliciter. Ce qui signifie que une citation ne doit jamais se retrouver seule, sauf à évoquer une citation qui soit une ouverture en conclusion. On y reviendra à la fin. Cela veut dire de la même manière que citer, expliciter, vous devez en fait justifier implicitement dans votre texte pourquoi vous citez cet auteur, pour pas qu'il vienne comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que finalement, pourquoi est-ce que je décide de citer Descartes à ce moment-là et pas, je sais pas, Augustin ou Saint-Bernard ou que sais-je encore, ou même Spinoza qui va contredire le libre arbitre. Pourquoi à ce moment-là est-ce que je cherche vraiment cet auteur? Pourquoi m'est-il nécessaire? Pourquoi cette citation m'est nécessaire? Si elle ne l'est pas, il est préférable de ne pas la mettre. N'oubliez jamais que vous n'impressionnerez jamais votre lecteur, votre correcteur donc en l'occurrence, en donnant l'impression que vous voulez l'impressionner simplement avec de belles phrases. Non, il faut les insérer dans le texte. C'est-à-dire que quand vous reprenez par exemple les 52 références de mémoire de la méthode Voyout, il vous faut impérativement être capable de les intégrer et de les commenter. Sinon, ça ne sert à rien. Donc vous intégrez dans le texte, vous commentez. Vous pouvez paraphraser, c'est une manière de faire. Par exemple, à la lecture de ce que je viens de dire sur Descartes, vous pouvez dire Descartes nous explique que la volonté est infinie et que la liberté se définit sans la capacité à pouvoir être soumis à une contrainte extérieure. Voilà, vous pouvez vous contenter de paraphraser. Là, je n'ai même pas expliqué, j'ai juste paraphrasé. Donc ça, c'est une possibilité de faire, mais ça permettra de créer le lien avec votre réflexion. Donc ça, c'est le premier argument. On peut aussi rappeler que d'ailleurs, même si Spinoza s'oppose au libre arbitre, pour lui, liberté, bonheur et béatitude s'associent. Mais je conviens qu'il soit maladroit de citer Spinoza dans la première partie et de le reprendre dans la deuxième. Donc ça, il serait préférable de le mettre dans le premier argument. Deuxième argument possible, le bonheur comme ataraxie et aponie. Alors l'ataraxie, c'est l'absence de trouble dans l'âme et l'aponie, c'est l'absence de trouble dans le corps. Donc en fait, c'est une contrainte majeure, c'est se débarrasser de toutes les souffrances, voire les douleurs, quand la souffrance est psychique et la douleur est physique, si on se réfère à la différence qu'établissait à l'époque Paul Ricoeur. Donc être capable, par exemple, de pouvoir se débarrasser des angoisses, des douleurs physiques, etc., de tout ce qui peut nous aliéner. Et ainsi, trouver une forme de sérénité. Donc dans la première partie, on a défini le bonheur comme accomplissement de soi, comme réalisation d'une existence, comme quelque chose qui soit une quête de sens, qui est quasiment métaphysique. Dans le deuxième argument, on peut toujours dire qu'effectivement, le bonheur se définit aussi comme une sérénité. Vous savez, là c'est une petite parenthèse à ne pas mettre dans la dissertation, mais vous savez que Coluche disait d'ailleurs que le bonheur c'est quand les emmerdes se reposent. Ben là, on peut dire que c'est un peu quelque chose de cette nature-là. Et c'est d'ailleurs définir la liberté de manière très positive. Troisième argument possible, sans liberté, pas de sujet, sans sujet, pas de quête au bonheur. Ben, c'est très simple. Si on suivait ce que disait Descartes tout à l'heure, le libre arbitre est ce qui fonde la subjectivité, c'est-à-dire la conscience de soi. Comment peut-on prétendre ou oser imaginer une possibilité, une potentialité de bonheur si effectivement on n'est pas libre, c'est-à-dire si on n'a pas la possibilité de choix. On est déjà, si on ne choisit pas, si on n'impose pas la liberté, on devient l'équivalent d'un objet. On est réifié, on est chosifié. De fait, dans ce contexte-là, on perd notre capacité de jugement et donc notre capacité de sujet. Et donc notre quête de bonheur n'a plus de sens. On est utilisé, on est chosifié. Donc effectivement, dans ce cas-là, force est d'admettre et de conclure que nul bonheur sans liberté. C'est la condition même du sujet. On termine avec cette deuxième partie. Reste la troisième partie. Et on va faire à nouveau une transition. Donc, comme je vous l'ai expliqué, très simple, on reprend de manière affirmative la deuxième partie et de manière interrogative le titre de la troisième partie. Le bonheur est une exigence métaphysique, ce qui permet de fonder le sens de la vie, etc. Nul bonheur sans liberté, oui, mais ni le bonheur ni la liberté ne peuvent se vivre de façon totale, ne peuvent se vivre sur la quantité et la durée, de manière absolue. On peut dire en cela que la liberté et le bonheur peuvent constituer des idéaux. Dès lors, comment être le plus heureux possible sans être totalement libre? Et là, on va rentrer dans une démarche. Vous voyez, première partie, on était davantage sur quelque chose de la phénoménologie. Deuxième partie, sur de la métaphysique. Troisième partie, on va rentrer dans de l'existentialisme. Concrètement parlant, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour mettre en situation, pour mettre en acte
le maximum de bonheur avec le minimum de liberté. Premier argument pour répondre à cela. Le bonheur comme la liberté sont une conquête permanente de l'homme ou de l'existence. Et c'est ce qui donne la valeur d'une vie. Et là, vous pouvez reprendre tout l'existentialisme sartrien. Rappelons par exemple que cette phrase, j'ai une absence d'un coup, cette phrase, j'aime tellement cette phrase de Lequet que je cite très souvent et souvent elle me revient, c'est certainement une de mes maximes préférées que Sartre va reprendre d'ailleurs à son compte. Mais c'est une maxime de Jules Lequet, un philosophe breton du 19e. Faire et en faisant se faire. Donc c'est de la même manière, on ne naît pas libre, on le devient, disait Sartre. Ce qui signifie que la liberté est une conquête permanente. Mais une liberté qui est une conquête permanente, se libérer rend heureux. Le seul fait de se libérer du joug, le seul fait de se réapproprier son existence, le seul fait d'en faire le choix, quand je vous rappelle, je crois que c'est de mémoire, ça doit être la page 600 de L'être et le néant, je la connais par cœur, quand Sartre nous dit qu'on est responsable de tout sauf de notre responsabilité même parce qu'on ne naît pas libre, mais que le propre de l'existence c'est de se choisir chaque jour. Et en se choisissant chaque jour, on devient responsable chaque jour de ce que l'on est. Et donc finalement, cette conquête de la liberté, cette conquête chaque jour plus grande de la liberté et d'une forme de désaliénation est quelque chose qui invariablement peut nous rendre heureux. Et c'est une forme d'accéder à une libération continue, mais aussi, vous voyez, un cheminement dans l'ordre de l'existence. Donc on peut là s'amuser à être totalement sur l'existentialisme. On ne naît pas libre, on le devient. Deuxième argument auquel je tiens beaucoup, qui est un argument de sagesse, même si on est dans un registre pratique dans cette troisième partie. Apprendre, c'est se rendre de plus en plus libre. À quoi sert la connaissance si elle nous permet de bien juger pour bien faire, comme dirait Descartes, et donc d'accroître notre libre arbitre. Plus l'on sait, plus l'on est libre. Et dans ce cas, c'est augmenter notre sagesse et donc une forme de bonheur possible. On peut parler donc en cela de l'utilité de philosopher. Philosopher nous permet d'apprendre davantage, de comprendre davantage l'existence, mais aussi dès lors de nous rendre beaucoup plus en paix avec elle et donc d'atteindre une forme de sagesse qui est presque proche de la mystique ou simplement philosophique et donc de nous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus sereins vis-à-vis de ça. Troisième argument qui est très simple, comment être le plus heureux possible sans être totalement libre? On va apprendre à maîtriser nos désirs et nos passions. Et là, on retourne chez Épicure. Vous savez, Épicure qui nous a fait une classification des désirs qui est magnifique, qui est très concrète, dans la lettre à Ménécée et qui nous permet de mieux vivre avec nous-mêmes, avec nos désirs. Ce désir qui est une forme d'aliénation en soi, et s'il est une chose que la philosophie a toujours cherché à dominer, du moins jusqu'au XXe siècle, c'est bien nos passions et nos désirs qui sans cesse nous donnent le sentiment d'être sous un joug naturel qu'on n'aurait pas choisi. Ou, pour pousser le bouchon un peu plus loin, sous quelques mécanismes inconscients, que ce soit les pulsions ou autres, qui ferait qu'on a le sentiment parfois d'être agi que de choisir d'agir. Voilà pour ces trois parties de l'argumentation. Donc tout ça, c'est un travail fait au brouillon. Je regarde parce que j'ai enfin un commentaire de Lucie Martin. Donc on a, pour résumer, le bonheur, réalisation de soi, non, le bonheur, sérénité, le bonheur, conquête de la liberté. Oui, mais vous avez oublié d'autres définitions du bonheur. C'est pas tout à fait dans cet ordre-là que j'ai dit les choses. Dans la première partie, le bonheur est défini comme le plaisir et comme la joie. Dans la deuxième partie, il est défini comme la sérénité, l'aponie, l'ataraxie, mais aussi comme la béatitude, dans le sens métaphysique du terme. Et dans la troisième partie, le bonheur est défini comme quelque chose d'envisageable, mais comme un horizon. En fait, plus je m'en rapproche, et plus il s'éloigne. Donc ce n'est pas une totalité, c'est une quête, mais comme la liberté, dans la deuxième partie, bonheur et liberté s'associent. Voilà pour répondre à votre question. N'oubliez pas cette grande définition donc de la liberté du côté des essentialistes et de la liberté du côté du libre arbitre chez Descartes, parce que ça, ce sont des choses très importantes. Voilà. Je voudrais faire maintenant un petit pas vers ce qui est de l'ordre de l'introduction. Donc ça, c'est un travail qui se fait au brouillon. Après, une fois que vous savez, c'est très important. Je dis toujours que c'est l'ossature d'une dissertation. Ça, ce travail se fait au brouillon. Prenez 40 minutes pour le faire, voire plus si nécessaire. Après, vous n'aurez plus qu'à rédiger. Plus vous allez détailler ça,
votre plan avec le maximum d'arguments et d'exemples. Enfin, 3 ça suffit, hein. Je rappelle aussi au passage qu'il faut équilibrer les parties. Vous pouvez avoir 3 arguments d'un côté, 2 de l'autre et 3, ou alors 2, 2 et 3, mais ne pas un argument et 4 dans une autre partie, ça ne tient pas, hein. Donc il faut équilibrer les arguments. Mais plus vous allez détailler ça au brouillon, plus il sera facile après de rédiger. Idem pour l'introduction. Alors, je vous ai préparé un schéma parce qu'il y a quelque chose de très schématique dans l'introduction et de très simple. Il y a 3 étapes dans une introduction. La première, c'est l'entonnoir. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai marqué un 1. Qu'est-ce que c'est que l'entonnoir? C'est qu'on passe du général au particulier, plus une définition des termes. Je vais vous donner une illustration tout à l'heure. Donc, une définition, excusez-moi, des termes du sujet. Ce qui nous amène, en deuxième point, ici, une fois qu'on a défini les termes du sujet, ce qui nous amène à poser la question de la problématique. Moi, je vous invite dans le doute que de reformuler le sujet parce que c'est compliqué, de reprendre le sujet tel qu'il vous est proposé, et de mettre en exergue les enjeux du sujet. Je vais y revenir tout à l'heure. Et troisième moment de l'introduction, c'est l'annonce d'un plan. Alors, c'est très schématique, mais en même temps, ça fonctionne. Et ça reprend ce que dit la méthode Voyout. Donc, je vais illustrer concrètement, par rapport à notre sujet du jour, ce que pourrait être un début d'introduction. Je ne l'ai pas rédigé, mais ça vous donnera un exemple. Je suis partie donc du général. Ça peut être un constat, alors évitez les choses bateaux du style de nos jours, dans la société actuelle et blablabla, soyez plus originaux. Tous les conseils pratiques, vous les retrouvez dans la méthode Voyout, à savoir le style d'écriture, etc. Vous avez vraiment ça très détaillé et c'est très important d'apprendre ça par cœur. Donc là, en l'occurrence, je me suis amusée sur une citation très généraliste. L'acceptation est la clé du bonheur, nous dit Karen. Oui, ça peut être tout à fait, et ça fait partie de l'argument 2 de la première partie, c'est-à-dire la thérapie du jugement, tout à fait, ou la libre nécessité. Tout à fait, absolument, Karen. Donc je reprends mon introduction. Donc je suis partie sur une citation. Alors juste une chose, il ne faut pas donner de citation dans l'introduction, sauf celle du début, parce que vous n'êtes pas là pour démontrer, vous êtes là juste pour montrer. Une introduction, c'est une monstration. Un développement, c'est une démonstration. Et ça, c'est important de faire la différence entre les deux. Donc, je suis partie. Donc, vous avez le droit de mettre une seule citation dans l'introduction. C'est une phrase de départ. Mais elle doit être généraliste. Surtout, faites attention. Par exemple, il serait très maladroit de donner une citation de Descartes à ce moment-là, ou de Spinoza, ou d'Aristote, parce que je vais les citer dans le corps du texte. Donc là, vous avez une citation généraliste. Moi, j'ai pris quelque chose d'assez bateau. Le bonheur, on ne le connaît quand il n'est plus là, disait Schopenhauer. Éprouver dans l'instant ou de manière différée le bonheur, toujours est-il que le bonheur semble être la quête de toute une vie. Oui, mais peut-on être heureux sans être libre? Et là, vous introduisez votre problématique. Ça ne suffit pas que de reprendre le sujet. Faut-il mettre en exergue, je le disais tout à l'heure, les enjeux du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui, derrière cette formulation-là, qu'est-ce que finalement celui qui a posé ce sujet cherche à nous faire dire? Mais là, on voit tout de suite que ce qu'il cherche à nous faire dire, c'est qu'on ne peut pas envisager le bonheur sans liberté, alors que ça, a priori, ça paraît pas du tout évident. Comme on l'a vu dans la première partie, a priori, on n'a pas besoin de se poser la question de la liberté pour être heureux, pour jouir, etc., etc. Donc c'est ça que vous devez montrer en introduction, la tension qu'il y a dans le sujet, les tensions qu'il y a. Je veux donner une illustration. Cette question semble opposer bonheur et liberté, de telle sorte que qu'on ne pourrait envisager le bonheur sans la liberté. Pour autant, l'expérience semble nous démontrer le contraire. Nous pouvons éprouver une forme de bonheur tout en étant aliénés d'une manière ou d'une autre. Pour répondre à cela, alors là, c'est là où vous voyez que vous êtes vraiment dans un jeu de rhétorique, pour répondre à cette antinomie ou à cette problématique, vous pouvez reprendre, pour répondre à cette question, nous verrons tout d'abord, et là vous passez au petit 3, à l'annonce du plan. Nous verrons tout d'abord, vous reprenez, mes amis, sous forme de questions dans l'introduction, les titres que vous avez donnés à vos 3 grandes parties. C'est aussi simple que ça et voici ce que ça donne. Pour répondre à cette question, nous verrons tout d'abord 1. Quel bonheur éprouve-t-on lorsque l'on est soumis au joug de la contrainte? Ensuite, nous verrons en quoi il semble difficile d'être vraiment heureux sans liberté. Dès lors, en quoi aucun vrai bonheur ne tient sans liberté. Enfin, pour terminer, nous nous interrogeons sur le fait de savoir si de la liberté et le bonheur, on peut les atteindre de manière catégorique, et si ce ne sont pas des idéaux. Dès lors, comment vivre heureux sans être totalement libre? Voilà, et là vous avez une introduction très simple, où vous avez à la fois, vous passez du général au particulier, une définition des termes.
ensuite l'annonce de la problématique et une réponse possible à la problématique, mais sous forme de questions. Parce que si vous ne mettez pas des questions dans l'annonce du plan, si vous vous affirmez sans interroger, alors il n'y a plus besoin de démonstration et votre développement ne tient plus. D'où l'importance de faire l'annonce du plan sous forme de questions. Je vais passer maintenant, j'ai l'impression que sous le joug de la contrainte, ce ne sont que des bonheurs fugaces. Je vais revenir sur ça parce que là on est sur le fond, je reste sur la rhétorique. Je vais terminer avec la conclusion et je vous répondrai, Karen. La conclusion, c'est l'enfance de l'art. 2 moments dans la conclusion. Le premier moment, vous reprenez la partie 1, plus la partie 2, plus la partie 3 de manière affirmative. Alors, ce qui donne, c'est aussi simple que ça, je reprends mes 3 parties du plan. Nous avons vu dans un premier temps que le bonheur s'éprouve, nous faisons l'expérience continuelle, que le bonheur s'éprouve alors que la contrainte est partout. Cependant, s'agit-il d'un vrai bonheur ? Le vrai bonheur, n'est-ce pas justement une exigence beaucoup plus grande, quasiment métaphysique, et dans ce cas, nul bonheur sans liberté. Dès lors, on est bien d'accord, mais nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle ni le bonheur ni la liberté ne peuvent se réaliser totalement, ce sont là des idéaux. Dès lors, sommes-nous condamnés à être ni heureux ni libres ? Pour éviter cela, nous avons pu constater qu'il était possible de parvenir à une certaine forme de bonheur sans être pour autant totalement libre. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Mais vous pouvez aussi, de la même manière, mais alors attention, c'est périlleux. Deuxième possibilité, faire une ouverture. Qu'est-ce que c'est qu'une ouverture ? Une ouverture, c'est amener le sujet sur d'autres pistes. Moi, je vous conseille de faire très attention à ça, surtout quand vous êtes sur un devoir sur table. Je vous conseille de faire très attention à ça. Pourquoi ? Parce que comme vous avez absolument bien cerné le sujet, ça fait 4 heures que vous êtes dessus, vous avez bien potassé, vous avez tout compris du sujet, il peut s'avérer que l'ouverture que vous faites à la fin, alors ça peut être une forme de question, il peut s'avérer que l'ouverture que vous faites à la fin et la question que vous allez être amené à poser pourrait être l'absolue bonne problématique que vous auriez dû mettre en introduction. Et là, c'est horrible parce que là, c'est un hors-sujet direct et c'est le cauchemar total de tout élève, de tout étudiant. Donc je vous invite à être méfiant. Vous pouvez tout à fait terminer avec un point final, voilà, vos 3 parties ficelées, et vous pouvez aussi sortir sur une très jolie citation, un peu énigmatique, poétique, artistique. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être très très sympathique aussi à la fin. Voilà. Donc là, vous avez la manière dont vous pouvez construire votre dissertation. Vous voyez, ça nous a pris 1 heure là de faire tout ça. Même pas 1 heure, ça va faire 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, c'est le temps qu'il vous faut de travail au brouillon. Et ensuite, une fois que ces 3/4 d'heure sont passés, vous passez directement à la rédaction. Mais vous voyez, ce temps est un temps nécessaire, très important. C'est là où vous avez élaboré toute l'ossature de votre travail. C'est fondamental de prendre du temps pour ça. Une dernière consigne. Puisque vous êtes dans le corps du texte, dans une démonstration, il vous faut absolument utiliser ce qu'on appelle des connecteurs logiques, et aussi ça vous l'avez dans la méthode Voyout, des connecteurs logiques qui vous permettent de passer d'un argument à l'autre. Tout d'abord, ensuite, ce qui, pour conclure, cependant, néanmoins, de rechef, par ailleurs, toutefois, etc., etc., ça, c'est très important. Et en fait, vous mettez un connecteur logique à chaque fois que vous changez de paragraphe. Et vous changez de paragraphe à chaque fois que vous changez d'argument. Normalement, votre dissertation, elle doit être bien ficelée, sur le fond comme sur la forme. C'est-à-dire que vous devez, pour chaque partie, ne jamais sauter de ligne, mais aller à la ligne dès que vous avez un argument différent. Donc là, 3 arguments, 3 fois vous allez à la ligne. Mais vous ne sautez pas de ligne. Vous ne sautez une ligne seulement que quand vous changez de partie. Vous voyez ? Donc vous pouvez raccrocher votre transition à la fin de la première partie, vous sautez une ligne et vous passez à la deuxième partie, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vais répondre à vos petites questions et puis voilà, j'espère que ce live un peu rhétorique vous aura intéressé. Alors, Karen disait l'acceptation est donc la clé du bonheur. Une des clés du bonheur,
On a vu que le bonheur avait plusieurs sens possibles et qui étaient de registres, différentes définitions, différentes manières d'être heureux. Le plaisir en fait partie, la sagesse en fait partie, la vie pratique en fait partie, la vie éthique en fait partie. Voilà, il y a différentes manières d'être heureux et on essaye justement, hein, toute l'ambition de ce sujet, c'est d'être capable à la fois de définir deux gros termes que sont le bonheur et la liberté. On pourra en faire des thèses, évidemment, hein, c'est déjà été le cas largement, à la fois de ce point de vue-là et en même temps de pouvoir répondre au sujet directement, donc sans les opposer, en les associant, en jouant continuellement avec les deux termes. J'ai l'impression que sous le joug de la contrainte, ce ne sont que des bonheurs fugaces. J'ai peut-être oublié de dire qu'effectivement, faudra montrer à un moment donné, c'est dans la première partie, hein, quand on donne une définition de la liberté négative, il faudra dire qu'être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes. Que une liberté sans entrave n'a pas de sens, puisque je parlais de la mort, je parlais du corps, la contrainte est partout, la société. On ne peut pas imaginer une vie sans société, on ne peut pas imaginer être hors de notre corps, on ne peut pas imaginer d'échapper à la mort, etc. Donc la contrainte est partout. Tout l'enjeu va être d'être le maximum libre possible, de se désaliéner le plus possible, tout en acceptant la contrainte, voilà, ou plutôt je devrais dire en la choisissant, et ça c'est déjà la deuxième partie avec le libre arbitre. Je suis suisse et j'ai passé mon bac il y a bien longtemps, mais j'ai une question. Peut-on citer une partie d'un poème en anglais, le traduisant également en français? Invictus, merci Elsa. Alors, vous pouvez carrément laisser la citation en anglais. Si vous l'avez en anglais, c'est encore mieux. Si vous c'était, je sais pas moi, ça y est, Byron, par exemple, vous pouvez absolument le laisser tel quel. Au contraire, ça montrera une culture et une richesse et c'est pas utile de le traduire. Si maintenant vous voulez vous référer à des parties, parce que vous commentez des parties de ce poème, il ne faut pas que ce soit trop long. Hein. Attention, il ne faut absolument pas que ce soit trop long. Donc vous pouvez le commenter en français, vous commentez en anglais, et ce qui signifie en français que, voilà, et puis vous pouvez le lier à votre texte. C'est une très bonne idée. Bonheur, but ultime de l'homme. Oui, absolument. C'est la quête permanente, mais la liberté aussi. Ce sont deux conquêtes. C'est une quête qui sont deux conquêtes en fait. Hein. Voilà, en le mettant en lien avec Nelson Mandela. Oui, bien sûr, absolument. C'est très bien. Les exemples tous ces exemples-là. Hein, Nelson Mandela, ce sont des exemples très forts pour qui ont été justement, donc je le disais tout à l'heure, hein, que la liberté est un champ polysémique très grand. Là, par exemple, on est sur la liberté, l'entrave à la liberté physique, la liberté d'aller et venir, donc quand on est en prison, mais il y a une opposition entre la liberté d'aller et venir et la liberté d'expression, par exemple. On pourrait imaginer que Nelson Mandela avait une vraie jouissance à une liberté d'expression, même s'il était sous le joug de l'emprisonnement physique. Voilà, donc j'arrête pas de penser, quand j'ai fait, en réfléchissant à ce sujet, aux 20 jours d'un condamné à mort de Victor Hugo de mémoire, où vous avez justement une manière de vivre intensément jusqu'au bout alors qu'il se sait condamné. C'est une bonne métaphore de l'existence elle-même, puisque finalement, on se sait condamné par avance, hein, un être pour la mort, disait Heidegger, etc. C'est ce que disaient aussi les stoïciens, hein, on sait qu'on va mourir, mais pourquoi ne pas se contenter de faire qu'une journée soit comme une vie à elle-même? Donc effectivement, ce sont des bons exemples, Nelson Mandela, des poèmes, vous pouvez y aller aisément, des films pertinents, tout ce qui est soumis à votre critique et à votre analyse peut faire office de très bon exemple, voilà. En fait, on n'a pas donné de définition des termes dans l'introduction. Oui, je ne les ai pas donnés parce que c'était un peu long, mais il faut le faire. C'est impératif. Si on donne des définitions dans le développement, non, il faut faire des définitions des termes de manière laconique. Hein, il ne s'agit pas de s'attarder. Par exemple, le bonheur et la quête de toute une vie. Chaque homme tend vers le bonheur. La liberté, c'est le fait de pouvoir agir sans contrainte. A priori, on verra que c'est pas que ça et que c'est pas ça du tout même. Vous pouvez donner des définitions. Il faut donner des définitions de termes. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si il est possible d'être heureux sans être libre. Voilà, donc peut-on être heureux sans être libre? Donc ça, c'est comme ça qu'il faut procéder, hein, c'est très important. Je ne l'ai pas fait là parce que je ne me suis pas attardée, je n'ai pas rédigé l'introduction. Hein. Mais voilà. Bon, chers amis, voici sur ces conseils. Je vais vous quitter peut-être avec quelques petites citations qui m'ont plu quand j'ai préparé ce sujet. On est libre qu'en étant seul, disait Schopenhauer. Ça aurait pu être aussi une très belle manière de pouvoir intégrer ça à vos arguments. Le fait de dire que, pour contredire Schopenhauer, hein,
Le bonheur, c'est quand on est à plusieurs et la liberté, c'est quand on est seul. Donc là, vous pouvez avoir un argument de l'eau supplémentaire à votre moulin en disant que effectivement, finalement, liberté et bonheur peuvent s'opposer. Vous donnez aussi une définition de la libre nécessité chez Spinoza dans la lettre à Schüler qui est très célèbre. Pour ma part, je dis que cette chose est libre et agit par la seule nécessité de sa nature et contrainte cette chose qui est déterminée par une autre à exister. Donc ça, c'est une contrainte d'être chez Spinoza. C'est là où on rejoint vraiment la métaphysique. Et à agir selon une modalité précise et déterminée. Donc la force de la libre nécessité, c'est qu'on n'a pas choisi d'exister, que cet être même, cet essai, cet être même, finalement nous condamne à être sur une nécessité qui nous propulse là où on n'aurait pas choisi d'aller. Mais qu'est-ce qu'il est possible de faire au cœur même de cette nécessité ? Spinoza, au passage, est le premier à avoir défini la liberté comme une puissance d'être, comme une puissance d'agir, ce que reprendront plus tard les existentialistes, par exemple. Et je termine par cette citation de Rousseau. Il y en a plusieurs dans le contrat social, parce qu'on n'a pas parlé de la liberté politique non plus. On aurait pu opposer liberté politique, le libéralisme et une forme de bonheur, d'utilitarisme. Enfin voilà, il y avait plusieurs manières d'envisager le sujet. J'ai pas du tout été exhaustive. Je voulais juste vous donner quelques perspectives. J'espère en tout cas que ça vous aura donné matière à penser. Et j'espère qu'on se retrouvera encore pour des lives, parce que j'adore faire de la rhétorique de cette manière et de réfléchir avec vous. C'est toujours un pur bonheur, et merci en tout cas pour vos quelques commentaires. Et n'hésitez pas la prochaine fois à m'interrompre et à continuer à dialoguer avec moi. Voilà. Je vous embrasse bien fort et puis j'espère à très bientôt pour d'autres sujets. Et je termine en vous disant que chaque mois, il y aura plusieurs sujets sur l'application Philoa qu'il faut impérativement télécharger. Il y aura plusieurs sujets. On vous invite en tout cas, tous les gens qui participent à Philoac, on vous invite à voter pour ces sujets. Et il y aura des profs de philo qui viendront tenter d'y répondre. Et en cela, de créer aussi un dialogue entre nous. Et c'est une manière de rappeler que la philosophie est une pensée vivante et que c'est à plusieurs qu'elle se compose. Voilà, comme quelque chose d'artistique en somme, comme une œuvre. Bonne soirée à tous. Au revoir.